Bienvenue dans Les Résilientes, le podcast qui réchauffe le cœur et éveille l'espoir. Ici Caroline Lepeinteur du blog Ma Belle Santé. Ex-Pondy Warrior, je suis naturopathe, coach et je vous accompagne au travers de ce podcast dans l'univers de la résilience. Que ce soit lors d'échanges inspirants avec des guerrières ou d'exploration de thèmes essentiels en solo. Car ici, dans Les Résilientes, nous croyons en la capacité de chacune à trouver la lumière au bout du tunnel, à prendre en main sa santé de manière naturelle et à se réinventer malgré la maladie. Préparez-vous à être inspiré, à ressortir plein d'élan, de positivité et à puiser dans votre propre force intérieure pour devenir plus forte que la maladie. Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter une nouvelle personne inspirante qui a traversé le défi de la fibromyalgie, mais pas que. Une condition qui a redéfini sa vie de multiples façons et elle a décidé de transformer cette expérience en une mission. Et aujourd'hui, elle partage son parcours et son expertise pour aider ceux et celles qui font face à des défis similaires. Bienvenue Nadège dans Les Résilientes. Merci, waouh, super présentation. Merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr, donc alors effectivement, Nadège. Avant toute chose, je suis maman de 2 petits garçons qui réinterviendront un petit peu plus tard, tu verras dans tout le chemin dont on va parler. Donc effectivement, j'ai traversé cette fibromyalgie pendant plus de 10 ans, ce qui m'a amenée à ma mission de vie, à savoir accompagnante au soulagement. Alors, principalement focalisée fibromyalgie sur lequel j'ai une expertise, hein, concrètement aujourd'hui, et puis avec une ouverture sur la douleur chronique. Donc l'accompagnement au soulagement pour amener les gens à traverser, tel que tu viens de le dire, effectivement, la souffrance liée à la douleur chronique et tout ce que ça entraîne, hein, l'épuisement, les troubles du sommeil, les atteintes intestinales, et cetera. Enfin, le champ est large et c'est bien pour ça qu'il fallait créer quelque chose dans le parcours de soins qui puisse intervenir un petit peu différemment. Oui, en tout cas, c'est très, très beau ce que tu as monté aujourd'hui et c'est très aidant parce que malheureusement, il y a énormément de personnes qui sont touchées par cette, pathologie, Ouais. même beaucoup qui sont en errance, qui ne savent pas du tout qu'elles sont, en tout cas qu'elles cohabitent avec ce type de maladie. Oui, ça fait d'ailleurs partie de la maladie aujourd'hui, Et oui, c'est cette ça. errance. Mmh. Mmh, mmh mh. Est-ce que tu peux juste, m'expliquer qui tu étais vraiment avant, on va dire, tes défis de santé? Alors mes défis de santé, ça remonte un petit peu à loin le qui j'étais avant. Qui j'étais avant de tomber vraiment malade, j'étais lycéenne puisque, j'ai commencé vraiment un parcours de santé compliqué, à 17 ans. Donc avant, une lycéenne relativement classique, mais avec quand même, tu sais, souvent des fractures, souvent des entorses, quand même, tu vois, voilà, au niveau un petit peu articulaire. Mais ce qui s'est passé à mes 17 ans, c'est, une grave forme de mononucléose. Donc j'ai même été déscolarisée pendant 4 mois pour ça. J'ai vraiment été, fortement touchée et j'ai fait des rechutes mononucléiques pendant 7 ans. Donc ça a été un premier épisode très, très long sur lequel aujourd'hui je te dirais pas que j'ai fait une évolution, ni dans mon approche santé, ni dans ma spiritualité, peut-être même pas tellement dans ma philosophie de vie, pas à cette époque-là. J'étais plus dans la lutte, dans le désir d'obtenir mes diplômes quand même, dans le désir de répondre à mes ambitions de carrière. Voilà, j'étais là-dedans à cette époque-là, donc plus sur de la lutte quand même, que sur autre chose. Et puis, ben, je mène mes études, je combats cette, mononucléose. Je m'expatrie, je pars vivre, en Océanie et en Océanie, je tombe malade, tremblements, douleurs articulaires très fortes, beaucoup de difficultés à plier les doigts, tu vois, des douleurs très fortes comme ça qui arrivent, des troubles du sommeil qui s'installent et cetera et cetera. Maladie de Lyme. Donc 2e épisode, compliqué. Pour Oui. le coup, vraiment compliqué. Donc, je fais partie des personnes qui ont contracté Lyme sans érythème cutané. Donc, on ne l'a pas vu s'installer. Bon, faut savoir que ça représente à peu près, je crois de mémoire, 30 des cas, ce qui est pas négligeable finalement.
Donc, ce qu'on m'a expliqué à l'époque, c'est qu'il y a ce pourcentage de malades qui ne développent pas l'érythème et on passe un petit peu au travers des mailles au départ, ça laisse l'opportunité à la bactérie de s'installer. Ou alors, le plus classique, c'est d'être mordu dans les cheveux. Ça se voit moins. Et le piège, surtout avec des cheveux longs, c'est on passe un coup de brosse et si on a le malheur d'arracher la tique, c'est là où en fait elle va baver et c'est sa salive qui contient. Donc, je me positionne sur un des deux. Voilà. Donc, en tout cas, ça s'est passé comme ça. Donc, retour en France, on comprend Lyme, on m'hospitalise aux maladies infectieuses. Je rentrais d'expatriation en plus, hein, donc voilà. Parce que Lyme, c'est très particulier. Lyme a une souche par continent. Donc, ne sachant pas si j'avais un Lyme européen, océanien, enfin, on a un petit peu jonglé dans tout ça, mais une super prise en charge aux maladies infectieuses à Lyon, tout ça. Et puis, au fur et à mesure, là, ma vie est un peu en parenthèse, hein. C'est-à-dire que là, je rentre d'expat, j'ai obtenu mes diplômes, hein, j'ai commencé ma carrière professionnelle, mais je n'avais plus de situation professionnelle du fait de mon retour, tout ça. Je cherche même pas, en fait. À ce moment-là, c'est Lyme, vraiment. Et au fil des examens, on se rend compte que mon sang démontre que Lyme recule, que la bactérie est de moins en moins présente. Donc, j'ai traversé les 3 stades de Lyme, ne sachant pas que j'étais malade, j'ai traversé les 3 stades. Mais pour autant, mon corps a réussi quand même à reprendre le dessus et dans mon sang, c'était net, c'était flagrant, Lyme reculait. Pourtant, je garde mes symptômes de douleur, d'épuisement, euh, de tremblement, j'ai développé beaucoup de tremblements, une difficulté à supporter, tu sais, ne serait-ce que me démaquiller. J'avais les pommettes extrêmement douloureuses, j'avais les arcades et tout, c'était voilà, au niveau visage, crâne, tout ça. Et c'est là qu'on se demande, est-ce que ce ne serait pas une fibromyalgie? Alors, le côté pratique dans ma situation, c'est que, pardon, je suis déjà dans un contexte hospitalier, donc il y a tout autour de moi pour réduire l'errance médicale qu'on connaît par rapport au diagnostic de fibromyalgie. Eh oui, c'est ça. Donc, je rentre dans le parcours de contre-diagnostic. Est-ce que tu connais ce parcours qu'on utilise pour la fibromyalgie? On va un petit peu aller enlever tout ce qui potentiellement ressemble énormément. Donc, sclérose en plaques, on va aller regarder, on peut aller regarder en tout cas ta thyroïde, on peut aller regarder la leucémie, on peut aller tout ce que tes symptômes évoquent, on va essayer d'éliminer. Et si tu si élimines, au bout d'un moment, si tu réponds aux zones de douleur de Yunus et aux troubles du sommeil, tu peux être sur une fibromyalgie. C'est ce qui implique l'errance médicale. On n'a pas un diagnostic clair pour dire on va faire tel examen si c'est positif, comme ça existe pour d'autres pathologies. Enfin, malheureusement, aujourd'hui, on n'en dispose pas. Donc, je rentre dans tout ce circuit-là et ça me prend 8 mois. 8 mois pour avoir ce terme de fibromyalgie. Et c'est cette maladie-là qui va me faire switcher moi en termes de avant-après. Et comment tu réagis, face au diagnostic? Parce que tu as quand même vécu une sacrée, enfin, c'était quand même assez compliqué ton parcours de santé depuis quand même tes 17 ans? Ouais, ça surprend toujours tout le monde. Je te cache pas. Je te cache pas. Alors, le diagnostic a été dur à entendre. Alors, tout d'abord, je ne connaissais pas la fibromyalgie. Avant qu'on me le suggère, j'avais aucune idée de l'existence de cette maladie-là, qui, me permet de le rappeler aujourd'hui, est classée syndrome en France, pas maladie. Et je ne connaissais pas la fibromyalgie à cette époque-là, donc je me renseigne. C'est ce que j'avais fait pour la mononucléose, c'est ce que j'avais fait pour Lyme. Il faut que je sache. Moi, c'est dans mon fort intérieur où je sache ce qui est en train de se passer pour moi. Je me renseigne et c'était pas hyper réjouissant. Et les médecins qui m'ont mise sur la piste de la fibromyalgie ont voulu me préparer. C'était pas leur spécialité. Ils m'ont dit des choses qui ont été très très dures que je vais te répéter, mais c'est ce que je dis toujours dans les conférences. Il n'y avait pas de méchanceté en fait. Ils n'ont pas cherché à être méchants, ils ont cherché à me prévenir. C'était plus de la désinformation en fait qu'autre chose. Je te fais le tableau. Quand ils m'ont expliqué que j'avais la fibromyalgie, ils m'ont expliqué que c'était une maladie de femme ménopausée. On a eu cette croyance pendant longtemps que le jeu d'hormones provoquait potentiellement lié à la ménopause. D'ailleurs, il y a une grosse différence entre la population masculine et féminine au sein de la fibromyalgie. Sauf que moi, j'avais 28 ans. Donc, on me dit, on va faire des examens parce que vous devez être en ménopause précoce. Donc, madame, vous ne ferez pas d'enfant. À côté de ça, les zones de Yunus, ce sont 18 points d'acupression
d'accord, sur le corps, dispatchés. Si on en a 11 qui sont anormalement douloureux, on peut partir sur l'hypothèse d'une fibromyalgie. J'en avais 16, avec énormément de réveils nocturnes. Donc là, on me met tout de suite l'appellation de fibromyalgie sévère. Donc, deuxième information des médecins, dans l'état où vous êtes à 28 ans, attendez-vous à ce que dans 1 an, 2 ans, vous soyez en fauteuil. Il va falloir commencer à vous préparer. Ok. Et Mmh. pour finir, euh, n'étant pas une maladie mais un syndrome, la prise en charge est extrêmement compliquée. Votre vie professionnelle est très compromise. Ça s'annonce pas radieux, quoi. Et là, j'ai fait waouh, Ah ok. oui. C'est-à-dire que moi, j'avais des projets, en fait. Moi, j'avais des ambitions. Je voulais ma famille, je voulais une carrière. À l'époque, je sortais d'école de commerce. Je rêvais d'une carrière de marketing dans une multinationale. C'était, enfin, là, ça se casse la figure. L'annonce elle-même, là, ça se casse la figure pour moi. Émotionnellement, comment qu'est-ce qui se passe en toi? Je rentre dans de la peur, je rentre dans de la tristesse. Comme on l'a évoqué, je sortais déjà de périodes assez compliquées. J'avais connu la déscolarisation pour ma santé, j'avais connu la perte amicale aussi, hein, parce que j'étais lycéenne, hein, ne l'oublie pas, donc c'était très important pour moi à l'époque. J'avais perdu ce cercle social, tout ça. Enfin, je me voyais repartir en fait dans ces schémas-là. Et puis, ben, la projection de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Alors, Mmh. avec du recul, bien sûr, je me dis si je n'avais pas pu, il y a d'autres voies, tu vois. Mais sur le moment, non, je le vis pas comme ça. Il va me falloir plusieurs mois pour me dire: «Allez, OK, on va trouver une réaction là, on va faire quelque chose». Et dans ton parcours là, quels sont les moments clés justement qui t'a amené à te libérer? Parce qu'aujourd'hui, tu en es libérée de cette, fibromyalgie. Quelles ont Je suis en été les rémission. étapes? Alors elles ont été, assez nombreuses. Il y a eu des retours en arrière, il y a eu des jolis moments aussi, puis des moments très, très durs. La première chose qui s'est passée, c'est quand il y a eu cette annonce par les premiers médecins, j'ai été adressée à un grand nom français, de la médecine de la fibromyalgie à Lyon toujours. Je peux me permettre de donner, la personne, c'est le professeur Causon à Lyon, qui lui m'a suivi sur, vraiment toutes les années de fibromyalgie. Professeur Causon m'explique des choses, sur l'impact de stress, sur tout ça, que je suis pas prête à entendre, en fait. Voilà, à ce moment-là, je le je le rejette. Ce qu'il m'explique, je le rejette. Il me donne, des conseils alimentaires et cetera et cetera et une des premières choses qui m'a beaucoup aidée, c'est que le papa de mes enfants, bon, on n'avait pas encore, mais a vraiment, jamais fait preuve de scepticisme, a joué le jeu des doubles menus, a voilà, j'ai été accompagnée et je suis que trop bien placée pour savoir que c'est pas toujours le cas au sein du foyer. Donc déjà, pour moi, il y a eu ça. C'est-à-dire que j'avais pas à mener la bataille de: «Si, je suis vraiment malade, je ne te mens pas, je ne suis pas folle». Ça déjà, Mmh mh. je l'ai pas eu. Donc il y a eu ça. 1 an et demi après mon diagnostic de fibromyalgie, ma maman reçoit le même. Et là, je me dis: «Non, on m'avait dit que c'était pas héréditaire, qu'est-ce qui se passe?» Premier point. Deuxième point, c'est je sais le quotidien qu'elle va avoir maintenant. Et là, dans ma tête, c'est juste pas acceptable, en fait. Tu vois, dans mon souvenir, je l'accepte moins bien que ma propre situation, bizarrement. Ça Ouais, me peine que ma maman puisse, voilà. C'était si fort chez ma maman qu'au départ, c'est un diagnostic de sclérose en plaques qu'elle reçoit. d'accord. Donc, pour te situer un petit peu, après ils sont revenus en arrière, ils se sont rendus compte qu'elle sclérosait pas. Donc, diagnostic de ma maman. Moi, dans l'intervalle, j'avais vu les longueurs d'ordonnance qu'on me suggérait. Heu, J'avais déjà pris pas mal de choses, hein, sur mon adolescence, pour, la mononucléose et tout. Heu, j'ai pas voulu. C'est quelque chose que je voulais plus infliger à mon organisme. C'était peut-être une des premières décisions, tu vois? Un des premiers petits virages, médical que je fais. Je le refuse. Je le refuse. Pour autant, je souffre. Pour autant, je dors plus. Pour autant, mon intestin ne répond plus normalement. Donc je me tourne vers la phytothérapie. J'apprends, comment remplacer au mieux, ce qu'on me demande de prendre en chimie. Ça a été le 1er la première chose. Quand maman reçoit son diagnostic, la deuxième chose, c'est: je veux comprendre. Et là, je suis devenue boulimique des livres que j'ai pu trouver, des études médicales.
J'ai le bonheur de pouvoir le lire en anglais. Donc, j'ai vraiment tapé dans tout le francophone et l'anglophone que j'ai trouvé. J'ai une collection à la maison, t'imagines même pas. Et j'apprends, et Mmh. j'apprends. Et ça a duré très longtemps, par contre. Je suis devenue vraiment une espèce de petite bibliothèque, une source d'information sur la fibromyalgie. Et la phytothérapie va me suivre depuis le départ. Au fur et à mesure, je vais introduire aussi les huiles essentielles. Sans savoir que j'étais en train de le faire, je vais intégrer de l'olfactothérapie. Juste parce que ça m'inspire, tu vois, je trouve que ça marche sur moi. Donc, les premières étapes, ça va être ça. Et puis les années se passent, moi je reprends une vie professionnelle malgré tout, ce qui m'avait été dit au départ. Hem, je reprends une vie professionnelle au sein de la grande distribution. Donc autant te dire que physiquement, ça y allait. J'ai fait le choix, et ça c'est très, très personnel, j'avais fait le choix à l'époque, moi, de ne pas en parler. Ce qui implique, que tu ne le montres pas, dans la mesure du possible. C'est un petit peu l'avantage qu'on peut trouver à l'aspect invisible de la maladie, c'est que ce choix-là, tant qu'on est en mesure de le faire, on peut le faire. Donc j'avais décidé que je te promets que j'ai jamais autant pleuré dans ma voiture que mes 7 années en distribution. C'était Ouais, c'est vraiment ma bien zone de courageuse. défoulement. Parce que tu peux pas rentrer non plus au sein de ton foyer, même avec toute la compréhension, de la personne qui partage ta vie. Tu peux pas rentrer au sein de ton foyer et toujours dire, en tout cas moi je ne le pouvais pas, toujours dire: «J'ai mal là, 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 je suis encore épuisée, je ci, ça». Donc ma voiture était mon espace. Entre temps, j'ai aussi eu mes enfants, finalement. Mes 2 petits garçons, à 2 ans d'intervalle. Donc il y avait pas eu finalement de contexte de ménopause précoce. Ça n'était pas intervenu. Et tant que ces années-là passent, je suis toujours sur, mes lectures. Hem, je comprends des choses, j'emmagasine, en fait. Je consomme, des quantités de phytothérapie assez impressionnantes, je te cache pas. À tel point que quand je tombe enceinte, pharmacovigilance me dit: «Non, en fait, on va arrêter parce que ce que vous prenez, ben, ce sont pas des plantes, c'est ce qui a inspiré notre chimie, hein, donc Oui, parce que pharmacovigilance me suspend tout». est-ce que tu as été accompagnée justement pour, la phyto, tout ce qui est huile essentielle? Est-ce que tu as été guidée au départ ou pas du tout? Alors vraiment en mode autodidacte, donc tout ce que je pouvais trouver, j'ai plusieurs livres, je suis très, très livre, vraiment. Donc Mmh. j'ai plusieurs livres qui expliquent, plusieurs livres aussi qui attribuent, les plantes selon les mots. Ça, j'ai pas mal aussi. Et puis j'ai fait, on peut pas parler de formation, j'ai fait des initiations en ligne, d'accord? Rien de diplômant, rien de certifiant. C'était pas mon objectif, ce que je voulais, c'était savoir comment je pouvais adoucir moi, mon quotidien, en fait, et celui de ma maman par le même temps. Avec elle, je partageais tout ça. Puis les années se passent comme ça et là intervient, ben, un deuil familial. Je perds un de mes frères, donc maman perd un de ses fils, et là notre entourage se dit, «Ça va, faire exploser la fibromyalgie». Et ben, aujourd'hui, je le considère comme le cadeau de mon frère en partant. Quand mon frère est parti, il a laissé malheureusement derrière lui une petite puce blondinette de 5 ans. Elle ne le verra plus, il ne la verra pas grandir, et dans ma tête, c'est ça en fait que je me suis dit: «Il verra plus sa puce. Moi, je suis là avec mes 2 enfants. Alors je suis malade, mais je suis là». Et je pourrais pas te mettre beaucoup de mots dessus, mais dans ma tête, c'est une explosion, c'est un tremplin. Il a fait tout ce qu'il a fait dans ma jeunesse, il m'a botté les fesses encore une fois, et là, je suis rentrée à l'action. Là, j'ai réalisé que je connaissais plein de choses, mais que je n'utilisais presque rien. Et j'ai pris un énorme virage, probablement un des plus gros. Ouais, donc là, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les actions que tu entreprends à ce moment-là? À ce moment-là, je décide, de commencer ma bataille pour la reconnaissance de la fibromyalgie en tant que maladie. Et pour faire ça, je choisis le sport parce que mon frère était pompier, athlète, et ça résonne chez moi. J'avais besoin de ça pour mon deuil, et j'associe très, très vite, l'exercice de mon deuil, enfin l'exercice mon deuil via l'exercice, pardon, avec la cause que j'ai envie de mener. Quand je parle au médecin que je veux me remettre sur une activité plus marquée, tout ce j'ai gardé un fond d'activité physique tout le temps parce que c'est ma soupape, hein, j'ai besoin de ça. Mais là, si tu veux, je passais un cap un petit peu, et on me dit: «Mais vous savez, vous devriez arrêter le sport parce que vous provoquez vos douleurs». Ce qui, entre toi et moi, je considère être le plus mauvais conseil qu'on m'ait donné par rapport à la fibromyalgie.
Et comme j'aime pas bien qu'on me dise que je suis pas capable de faire quelque chose, je m'inscris à du CrossFit. Ah oui, c'est pas n'importe quelle Voilà. activité physique. Alors, pourquoi je choisis le CrossFit? C'est parce que quand on perd mon frère, je découvre un réseau de courses, d'obstacles à pied, format parcours du combattant. Et là, je me dis: «Il aurait adoré. Je veux en faire une pour lui». Ça a été ça, en fait, mon chemin de deuil. Ça a été cette inscription, cet objectif. Donc je m'inscris, sur un coup de tête, hein, je te promets. Je découvre les courses, une semaine après, j'étais inscrite. Et et là, je me repositionne et je me dis: «Mais attends, tu viens d'avoir 2 enfants, tu as une fibro, tu fais plus de sport à proprement parler. Tu vas peut-être galérer un peu, en fait, en vrai». Donc je me renseigne, comment on prépare une course de ce genre-là et le CrossFit. Je fais: «OK, soit». Je me présente en salle de CrossFit, et j'explique au gars, je lui dis: «Je viens d'avoir 2 enfants, j'ai une fibromyalgie, j'ai mal partout, mes articulations sont super douloureuses et je fais telle course dans 6 mois, il faut me préparer». Et elle me dit: «Ah OK». OK, OK. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait et c'est une équipe formidable qui s'est super bien adaptée à moi. À titre d'exemple, ils étaient capables de me dire: «Non, non, aujourd'hui tu vas très mal, je ne t'entraîne pas, tu t'en vas». Donc ils m'ont vraiment, vraiment prise sous leur aile, quoi. Ouais, tu bien Donc ça a tombée. été ça la première action, vraiment la bataille de la reconnaissance et depuis je cours, hein, toujours ces courses-là, je les fais toujours et je les fais, floquer avec le nœud qui est propre à la fibromyalgie Ouais, génial. et mes enfants aussi d'ailleurs. Ils font partie du mouvement. C'est super. Bravo. Donc voilà, il se passe ça et à ce moment-là, je ressens aussi le besoin de me réconcilier avec moi parce que je te cache pas que, j'ai développé beaucoup de culpabilité d'être une maman malade. Ça a été compliqué pour moi. J'ai eu beaucoup de mal, à accepter que je l'ai porté très peu au bras, beaucoup de mal à accepter que j'avais des mouvements de retrait quand il me sollicitait en m'attrapant comme tous les petits, tu vois? Ces choses-là, pour moi, c'était très compliqué. Je faisais des céphalées énormes où je disparaissais 3 jours dans ma chambre, il me fallait du noir et du silence, enfin, ça a été, voilà. D'où la remise à niveau quand je me suis dit: «OK, je suis malade, mais je suis là, en fait». Et donc ma démarche qui a suivi, ça a été, je veux me réconcilier avec moi. Il y a des choses, voilà, qui se sont passées dans ma vie, j'ai connu certains traumatismes, avant tout ça, pendant mes périodes de maladie et cetera et je me suis voilà, j'ai eu envie de m'occuper de tout ça et le chemin que j'ai choisi moi, c'était le développement personnel. OK. Donc je me remets sur une activité sportive assez intensive et je rentre dans un circuit de développement personnel où je découvre les bienfaits, de la méditation, où je découvre une chose sur laquelle j'étais très sceptique parce qu'on avait un livre là-dessus à la maison que je n'avais jamais ouvert, La puissance de la pensée positive. Je découvre tout cet univers-là, spirituel, neurologique, tout ça et là je tombe dedans à 3000. J'adore ça. Je mets en place tout un tas de choses. Méditation, 2 fois par jour, tu vois? Tout la pensée positive, revaloriser ma propre image, voilà, tout ça. Heu, Oublie pas qu'en même temps je fais mon chemin de deuil, donc tous ces éléments-là sont hyper efficaces aussi dans ce chemin-là pour moi à ce moment-là et puis voilà, tout ça, ça se met en place et je me rends compte au fil de l'année, là on en est à 2019, le décès de mon frère c'était début 2018, on en est à 2019 et là je me rends compte, mais ça fait X jours en fait je dors. Et ce qui est dingue, c'est que j'étais tellement en recherche de faire disparaître mes symptômes, quand ils ont commencé à s'atténuer, je me suis même pas rendue compte tout de suite. Incroyable. Mais ouais, mais c'est surprenant. Je m'attendais pas à ça, en fait. Et voilà, je fais le constat, je me dis: «Mais dis donc, à cette hanche, j'ai plus mal, mais dis donc, machin» et au fur et à mesure, ça se calme, en fait. L'olfactothérapie me permet d'endiguer les crises qui se présentent, donc ça génial. Voilà, je fais le constat, ça fonctionne. J'en arrive à un point où il me reste pas grand-chose en termes de symptômes. Je deviens pratiquement asymptomatique. Et je me dis, je fais la démarche écrite de ce que je suis en train de faire avec toi. Je me dis: «Attends, qu'est-ce qui a changé?» Je fais, je fais, je fais. Une fois que j'ai ça dans les mains, je vais voir ma maman. Je lui dis: «Est-ce que tu veux essayer?» Ma maman et moi, on va travailler ensemble pendant 9 mois. On va se faire, mon tout premier accompagnement, bêta-testeuse, vraiment, tu vois? Dans l'œuf. Toutes les semaines, pendant 9 mois, maman et moi, on travaille sur son état de fibromyalgie.
qu'on va réussir à faire reculer. Ah super. Et là, c'est un autre déclic pour moi. Je me dis: «Mais ça a fonctionné sur moi, ça a fonctionné sur maman en partie». Heu, je me rends compte que je ne peux pas faire du copier-coller. Il a fallu qu'on adapte à la vie, au chemin et aux croyances, aux valeurs de maman, qui n'était pas dans une démarche de spiritualité, mais alors vraiment pas. Tu sais, elle me disait souvent: «Mais tu crois à ça toi? Tu crois à ça toi?» Donc j'apprends qu'il faut que je m'adapte, que ma feuille, elle est bien sympa, mais que je peux pas la distribuer comme ça. Donc nouvelle étape, je me forme, au coaching. Je me forme au coaching mental, je me forme à la PNL, coaching santé bien-être. Voilà, là, j'obtiens les certifs pour être sûre. Ça peut être professionnalisé, ça peut être et je décide de créer la fibromyalgie en 2020. Waouh, quel parcours et tout ça en travaillant en parallèle ou pas? Alors, quand mon deuxième enfant est arrivé, j'avais 33 ans et j'ai pris, le parental de 2 ans. Lui aussi, D'accord. il a commencé, sa jeune vie avec, des problèmes respiratoires importants. Il a fait des navettes à l'hôpital, des choses comme ça, donc le parental était beaucoup plus facile pour gérer toute cette situation-là. Donc je suis, en création d'entreprise, en parental, je ne vais plus tous les jours en grande distribution en tout cas et je suis dans ma démarche de création d'entreprise plutôt. Et oui et donc là, quand est-ce que ça remonte là, ton dernier examen pour la fibro? Juillet 2022, c'est là que le professeur Cozon me déclare officiellement en rémission, en m'expliquant: «Vous n'avez plus les symptômes en fait, on ne peut plus cocher les cases, des symptômes de fibromyalgie. Donc attention», je le ressouligne, hein, je me permets, rémission, parce qu'on est sur un caractère chronique avec aujourd'hui pas de traitement avéré. Ce qui veut dire, et c'est la mise en garde que j'ai reçue ce jour-là, qu'il ne pouvait pas m'assurer que si je me faisais rattraper par, tous les contextes qui m'avaient emmenée à ça, potentiellement, je pouvais retomber. La Mmh. bonne nouvelle, c'est que la vie m'a offert d'autres défis et d'autres challenges et obstacles depuis, que je vois comme des mises à l'épreuve, en fait, de tout ça, des mises à l'épreuve de ma rémission. Parce que depuis, j'ai vécu un cambriolage, par exemple, ce qui est déjà assez, impactant, hem, qui n'a pas fait de retour de la fibromyalgie. Et ça fait aussi un petit peu, à quelque part, une mise à l'épreuve de tous les outils que je possède parce que c'est sur moi que je les utilise dès que nécessaire. Donc voilà, les obstacles qui se présentent aujourd'hui, c'est pas pour autant que j'en aurai plus, c'est pas pour autant qu'ils me font rire. Par contre, je suis mieux outillée aujourd'hui. Ah, tu as vraiment un très beau parcours et bravo pour ça parce que tu as été extrêmement courageuse. Tu as pas réfléchi, tu as eu ce en fait, l'épreuve de ton frère a été vraiment le point pour toi, de Mmh. création de résilience. Contre toute attente, j'ai envie de te Mmh. dire. Et oui, Contre toute attente. et oui. Parce Alors que tu aurais qu'attribuer à pu l'annonce, justement plonger, oui. ouais, ouais, ouais. Il était beaucoup trop jeune, hein, c'était pas dans l'ordre des choses, c'était pas mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mon cœur et de la manière que j'en parle, je parle d'un cadeau de Sylvain envers moi, Ouais, je c'est le vis comme très ça beau. profondément. Mmh. Ouais, vraiment ton parcours est ultra inspirant. Merci pour ça parce que ça fait du bien d'entendre ce type de témoignage, même si tu en as bavé depuis Oui. ton adolescence. Mais donc quelle a été la réaction de ce professeur quand il a justement vu que tu étais en rémission? Parce que c'est pas courant. C'est pas courant, lui, c'est bien parce que dans l'in dans le nombre d'années où il m'a suivie, au fur et à mesure, j'ai été capable d'entendre ce qu'il m'expliquait depuis le départ. Sur l'état de stress, sur, l'impact intestinal, toutes ces choses-là auxquelles j'étais pas réceptive. Il m'a vu évoluer aussi, tu vois? Et et voilà, il me l'a dit lui aussi, effectivement, qu'il a trop peu de cas qui arrivent, à se rétablir ou et certains s'en rapprochent, donc si, si, il est toujours, il a été vraiment très content de ça et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de donner un certain nombre d'interviews presse, depuis. Je les lui envoie à chaque fois. Mmh. Mmh, C'est c'est des vraiment, sources d'inspiration. Ouais, oui, oui. ouais, puis il fait partie du parcours. C'est-à-dire que sans sa vision à lui, est-ce que j'y serais peut-être arrivée quand même, mais peut-être encore avec plus de temps, tu vois? Mmh Déjà mh. là, quand je te parle du diagnostic, à ma rémission, on parle de 2011 à 2022. Donc est-ce qu'avec un autre suivi, ça aurait été différent? Est-ce qu'avec d'autres épreuves de vie, ça aurait été différent? Je referai pas l'histoire, mais c'est probable. Ouais, tu en as fait du chemin.
Il fallait. Et oui, toujours pour être, en tout cas, c'est vrai que plus on travaille sur soi et c'est ce que tu démontres, plus on apprend à mieux se connaître, à aller visiter toutes les parts de soi, Mmh. même si c'est pas agréable, hein, ça peut être vraiment inconfortable. Il y a des choses dures à faire. Il y a des C'est choses dures. ça, D'aller on regarder mes traumas au fond des yeux, quoi. Ça a été difficile, mais et libérateur. et voilà, c'est ça, ça amène à ce contexte de rémission où tu en es aujourd'hui. Et c'est pour ça que la méthode, que j'évoquais au tout départ, c'est vraiment une méthode basée sur de l'introspection. On va aller, travailler tout l'émotionnel, on va aller travailler le physiologique, hein, bien sûr, on en a besoin, mais, on va vraiment faire de l'introspection. J'ai fait, de du soulagement, émotionnel des traumas, j'ai fait une de mes spécialités. Mon expérience d'accompagnante, ça fait 3 ans du coup maintenant, un peu plus. Mon expérience m'a montré que la grande majorité des personnes atteintes de fibromyalgie sont des polytraumatisées. Donc j'ai vraiment intégré ça et surtout le comment on décristallise, en fait. Mmh. Donc entre le chemin d'introspection, cette gestion traumatique émotionnelle et qu'on est en train ce dont on est en train de parler, la gratitude intervient beaucoup dans la méthode, le pardon, la résilience, le lâcher prise. Je t'ai fait un espèce de combo, tu vois? C'est pour ça que ça dure plusieurs mois, hein, mais, Et c'est mais important. Mmh. mais voilà, au même titre qu'il y a des personnes qui ont trouvé beaucoup d'apaisement, voire de la libération par la sophrologie ou la naturopathie, vont devenir des praticiens de ces soins-là et diffuser ces méthodes-là. Mon chemin à moi ayant été, le développement personnel, la spiritualité, c'est ce que j'ai construit derrière. J'ai construit ce que je n'ai pas trouvé pour m'accompagner à l'époque, hein. Ouais, c'est en tout cas bravo, c'est Merci très beaucoup. beau. Quel conseil donnerais-tu justement à ceux qui cohabitent aujourd'hui avec la fibromyalgie? Est-ce que je peux en donner 2? Ah bah oui, tu peux. Hem, le 1er, ce serait vraiment, l'espoir à cultiver, quand bien même on est entouré de scepticisme. Parce qu'il faut quand même le dire, on est entouré de beaucoup de scepticisme encore aujourd'hui. Pas tout le temps, pas partout, hein, mais il reste du scepticisme, ne serait-ce que sur la véracité de cette maladie. Donc garder cet espoir là-dessus et l'espoir sur le fait que des rémissions sont possibles puisqu'il y en a déjà. La deuxième chose, qui est une chose pour laquelle je me bats beaucoup, d'ailleurs j'ai une chaîne YouTube dédiée à ça, c'est vraiment favoriser le pluridisciplinaire. Il y a des personnes qui vont avoir besoin que ce soit très allopathique. Il y a des personnes qui vont avoir besoin que ce soit très énergétique. Il y a des personnes qui vont faire des mélanges. Il y en a qui vont aller chercher. En fait, c'est peu importe. Le conseil que je donne toujours quand on me le demande, c'est aller regarder ce qui résonne pour vous, parce que tous les soins ne sont pas faits pour tout le monde. Le mien compris, hein, attention. Allez regarder ce qui résonne pour vous et surtout, aujourd'hui, il n'y a pas un soin ou une thérapie unique qui permette une délivrance de la fibromyalgie. Il faut monter un pluridisciplinaire et pluridisciplinaire, ça peut être 2 disciplines, hein, ça marche aussi. Des fois, il y a besoin de plus. Puis quand il y a besoin de chimie, on n'est pas obligé de mal le vivre non plus. Ça peut être très important. C'est trop individuel la fibromyalgie pour se permettre du jugement. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Comment on peut te contacter, Nadège? Alors le plus facile pour me trouver, c'est sur internet avec, l'entité Défions la fibromyalgie. J'ai tout appelé pareil. Il y a mon site web que tu peux trouver sur internet sous ce nom-là, ma chaîne YouTube, dont je te parlais, où j'ai des invités tels qu'on est en train de le faire toi et moi, tu vois? Souvent, c'est moi qui le fais dans l'autre sens. Ils sont déjà 24 à être venus, donc il y a déjà un petit peu de matière, tu vois? Ou Instagram. Parfait. Merci pour tous tes partages et Merci à merci de toi. nous avoir, en tout cas, inspirés, donné beaucoup d'espoir parce que vraiment ton parcours est très, très inspirant et puis là, on sent, ça te fait briller les yeux quand tu racontes, toute ton histoire. C'est vraiment formidable. Bravo pour ça et Merci. tu es vraiment une belle battante, une belle guerrière. En tout cas, merci pour cet échange, Nadège. Je t'embrasse et Moi puis, aussi, on se tient au courant. À très avec bientôt. grand plaisir. J'ai été ravie d'être là.